Je m'appelle Éléonore Mercier. J'ai 36 ans. Et je ne savais pas que 8 ans de mariage pouvaient se terminer par 9 mots tapés avec désinvolture un mardi matin. Comme s'il n'était pas plus important qu'une liste de courses. J'étais assise dans mon bureau à domicile quand mon téléphone a vibré, ordinateur portable ouvert, café refroidissant à côté de moi, la lumière du soleil s'étirant sur le sol de cette manière calme et ordinaire qu'ont toujours les matins avant de ruiner votre vie. J'arrête. Mes parents pensent que je mérite mieux. Pas d'explication, pas d'avertissement, pas de ponctuation suggérant un regret. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je ne veux l'admettre. 8 ans ensemble, 6 ans de mariage, d'innombrables dîners, vacances, blagues privées, routines partagées, stress partagé, réduit à un verdict rendu par ses parents. Mon premier instinct a été de l'appeler, de demander ce qui s'était passé, de négocier, d'aplanir les choses comme je l'avais toujours fait en me faisant toute petite, juste assez pour maintenir la paix. Mais il y avait un autre sentiment sous cet instinct. L'épuisement. Le genre qui s'installe dans vos os après des années à être discrètement évalué, jugé, trouvé insuffisante par des gens qui n'ont jamais essayé de vous connaître. J'ai tapé 2 mots, à leur part. Je n'ai rien ajouté d'autre. Je n'ai pas adouci le propos. Je ne lui ai pas demandé de reconsidérer. Et quand j'ai appuyé sur envoyer, j'ai senti quelque chose d'inconnu m'envahir. Le soulagement. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine. Il était charmant de cette manière polie et facile, confiant sans être bruyant. Le genre d'homme que les parents adoraient immédiatement. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Le mariage était de bon goût, coûteux. Ses parents n'ont pas regardé à la dépense et me l'ont rappelé constamment, comme si la générosité était accompagnée d'une facture. Dès le début, je savais que je ne m'intégrais pas tout à fait. Je ne venais pas d'un milieu riche. Je n'avais pas le bon nom de famille. J'ai construit ma carrière lentement, délibérément, sans raccourci ni piston. Lors de notre réception de mariage, son père a levé son verre et a dit, souriant trop crispé, qu'il espérait que son fils continuerait à viser plus haut dans tous les aspects de la vie. Les gens ont ri. Moi aussi. Je me suis dit que c'était une blague. Sa mère a perfectionné l'art de l'inquiétude passive. Es-tu sûr que cette carrière est stable à long terme? Ne penses-tu pas qu'il pourrait avoir d'autres options? Le mariage est une question d'ambition, Éléonore. Chaque dîner de famille devenait une évaluation de performance. Combien je gagnais maintenant? Quelle était ma prochaine étape? Quand allais-je enfin m'élever? Mon mari ne me défendait jamais. Il me pressait le genou sous la table après coup et chuchotait, ils veulent juste le meilleur pour moi. Pour nous, corrigeait-il toujours. Mais cela n'a jamais ressemblé à nous. Il y a environ 2 ans, quelque chose a changé. Il est devenu distant, critique, agité. Il nous comparait à d'autres couples. Des amis qui voyageaient plus, dépensaient plus, vivaient des vies plus bruyantes, des maris qui gagnaient plus, des femmes qui venaient de familles correspondant à la sienne. Je travaillais de plus longues heures, contribuais davantage, essayais plus fort, et pourtant ce n'était jamais assez. Alors quand ce texto est arrivé, quelque chose en moi a simplement cessé de se battre. Il n'a pas répondu pendant des heures après ma réponse. Ce qu'il ne savait pas, ce que ses parents ne savaient certainement pas, c'est que je me préparais déjà à cette fin. Pas parce que je la voulais, mais parce que je la sentais venir. 6 mois plus tôt, j'avais commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. De l'argent disparaissant de notre compte joint. Des débits que je ne reconnaissais pas. Des voyages d'affaires qui semblaient excessifs. Il rentrait tard sentant un parfum qui n'était pas le mien. Quand j'ai posé la question, il a craqué, m'a accusé d'être paranoïaque, a dit que je le surveillais. Alors, j'ai arrêté de demander et j'ai commencé à documenter calmement, méthodiquement, pas par volonté de contrôle, mais par autopréservation, car lorsque quelqu'un commence à réécrire la réalité, la seule défense est la vérité. Et je l'avais collecté patiemment, pièce par pièce. Quand le silence s'est étiré après ce texto, je n'ai pas paniqué. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau, et pour la première fois depuis des mois, je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. Après avoir envoyé, à leur part, la maison est restée silencieuse. Pas le genre de silence paisible, le genre suspendu, comme le moment juste avant qu'un orage n'éclate enfin. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste resté assise là à fixer mon écran, mon reflet faiblement visible dans le verre sombre du moniteur. J'avais l'air stable,
plus calme que je ne l'espérais. Cela m'a fait un peu peur parce que le chagrin s'annonce généralement bruyamment. Celui-ci ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier sur mon bureau que j'avais étiqueté de manière assez banale pour éviter l'attention, archive fichier travail. À l'intérieur se trouvaient des mois de capture d'écran, de relevés, d'horodatage, de reçus scannés, tout soigneusement organisé par date. Je n'avais pas commencé à collecter des preuves parce que je voulais me venger. J'avais commencé parce que j'avais besoin de savoir si j'imaginais des choses. Cela a commencé avec le compte joint. Nous avions toujours été transparents avec l'argent. Les deux contribuaient. Les deux y avaient accès. Nous économisions pour une maison. Rien d'extravagant. Juste quelque chose de solide. Un avenir qui avait du sens. Puis de petits montants ont commencé à disparaître. Quelques centaines ici, un débit là. Des restaurants que je ne reconnaissais pas. Des hôtels dans des villes qu'il prétendait n'avoir jamais visitées. Quand j'ai demandé, il a balayé le sujet. Erreur de carte d'entreprise. Dîner client. Erreur de note de frais. Il le disait si facilement, avec tant d'assurance que je l'ai presque cru. Presque. Puis sont venus les changements d'horaire. Les soirées tardives, les voyages de dernière minute, les appels téléphoniques qu'il prenait dans le couloir, baissant la voix quand je passais. Une fois, j'ai senti l'odeur de parfum sur sa veste, pas subtile, pas persistante comme après un espace bondé, quelque chose de floral, de piquant. Je ne possédais rien de tel. Quand je l'ai mentionné, sa réaction a été instantanée et explosive. Quoi? Maintenant tu renifles mes vêtements? Tu ne me fais pas confiance du tout, n'est-ce pas? Mon Dieu, Éléonore, tu te transformes en quelqu'un que je ne reconnais même pas. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de le confronter parce que chaque question se terminait de la même manière, avec moi en train de m'excuser. Alors à la place, j'ai commencé à observer. J'ai téléchargé des relevés bancaires, recoupé des dates, noté des schémas. Des débits apparaissaient toujours quand il voyageait, des hôtels réservés à son nom, des séjours le week-end déguisés en conférences, des dîners qui coûtaient plus cher que notre budget course mensuel. Pourtant, je me disais qu'il devait y avoir une explication jusqu'à ce que je trouve le reçu dans la poche de son manteau, froissé, oublié. Un hôtel de charme, 2 nuits, une chambre, 2 invités. Je ne l'ai pas confronté. J'ai ouvert un tableur. C'est là que j'ai décidé d'engager quelqu'un. Je me suis détesté pour ça au début. L'idée semblait invasive, désespérée, mais j'avais besoin de savoir si je perdais la tête ou si je voyais enfin clair. L'enquêteur l'a suivi pendant 2 semaines en mars. Ce qui est revenu à briser tout espoir qu'il me restait. Des photos de lui entrant dans des hôtels avec elle. Sa patronne, une femme que j'avais rencontrée une fois lors d'un événement d'entreprise. Elle m'avait serré la main, souri poliment, demandé ce que je faisais dans la vie, comme si elle me classait mentalement dans la catégorie « insignifiante ». Elle était mariée. Elle n'avait pas de bague sur les photos. Il n'essayait pas de se cacher. Main dans le dos, rire, confort, comme s'il faisait ça depuis longtemps. Le rapport de l'enquêteur était clinique, neutre, mais la vérité à l'intérieur était brutale. La liaison durait depuis près d'1 an, presque exactement aussi longtemps que son ressentiment envers moi avait commencé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je me suis assise sur le sol de mon bureau et j'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Puis j'ai continué à creuser. Des sauvegardes cloud auxquelles il ne savait pas que j'avais accès. Horodatage de SMS, fils de discussion supprimée récupérée, photos échangées, messages où ils parlaient de quitter leur conjoint, de planifier un avenir, riant de ma naïveté. Un message s'est gravé dans ma mémoire, elle croit vraiment que je suis à un séminaire de formation. Mon Dieu, elle est si confiante. Confiante. C'était le mot qu'il utilisait. Je l'ai ajouté au dossier. Au moment où j'ai terminé, les chiffres étaient indéniables. Plus de 28 000 € de notre argent commun. Hôtel, vol, dîner, voyage le week-end déguisé en travail. De l'argent que nous avions prévu d'utiliser pour une maison. De l'argent que j'avais gagné, économisé, protégé, tout dépensé pour quelqu'un d'autre. Alors quand ce texto est arrivé, j'arrête. Mes parents pensent que je mérite mieux, je n'ai pas été prise au dépourvu. J'ai été libérée. Je suis restée assise là pendant près d'1 heure après avoir envoyé ma réponse. Puis j'ai fait exactement ce que je me préparais à faire depuis des mois.
J'ai commencé à organiser. Chaque photo, chaque reçu, chaque message, chronologique, indexé, surligné. Je ne voulais pas d'émotion. Je voulais des preuves parce que je savais ce qui allait suivre. Il allait partir. Et il allait s'assurer que tout le monde croit que c'était de ma faute. Je ne me suis pas précipité. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils entendent cette histoire plus tard. Ils supposent que j'ai craqué, que je me suis déchaîné dans un moment de rage. Mais la rage est désordonnée. Ce n'était pas de la rage. C'était de la précision. Au moment où le soleil a commencé à se pencher vers l'ouest et que la maison silencieuse a commencé à sembler trop grande autour de moi, j'avais déjà construit le plan dans ma tête, exactement comment je voulais que cela atterrisse, exactement comment je voulais que cela paraisse. S'il devait partir, très bien. Mais il n'allait pas partir en faisant de moi la méchante tout en s'en tirant les mains propres. Pas après un an de mensonges. Pas après avoir vidé notre avenir euro par euro. Pas après avoir laissé ses parents croire l'histoire qui les faisait se sentir supérieurs. J'ai ouvert un modèle PDF vierge et j'ai commencé à compiler. Photos de l'enquêteur horodaté, étiquetées, relevés bancaires, frais d'hôtel surlignés en jaune fluo, reçus scannés et catégorisés, messages texte, capture d'écran avec date et métadonnées cloud. J'ai créé une table des matières comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction juridique, car d'une certaine manière, c'en était une. À la fin, le document faisait 127 pages. 127 pages de vérité qu'il avait parié que je n'aurais jamais le courage de dire à voix haute. J'ai fixé le nom final du fichier un instant. Preuvefinale.pdf. Puis j'ai pensé à le changer pour quelque chose de plus doux, quelque chose de moins définitif. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais fini d'amortir le coup pour des gens qui n'ont jamais rien amorti pour moi. J'ai ouvert mes emails. 3 adresses. Ses parents, sa sœur aînée, Marine, le mari de sa patronne, un homme nommé Guillaume Collin. Je n'avais jamais rencontré Guillaume. J'avais seulement vu son visage sur des photos d'entreprises en ligne, debout à côté d'elle lors d'événements caritatifs, souriant comme un homme qui pensait que sa vie était stable. J'ai passé la souris sur la ligne d'objets et j'ai considéré mes options. Quelque chose de dramatique? Quelque chose d'intelligent? Non. Si vous voulez que les gens fassent attention, vous ne décorez pas la vérité. Vous la livrez brute. Objet, la vérité sur votre fils, beau-frère, femme. Corps de l'email, vous trouverez ci-joint des preuves documentées d'une liaison d'1 an. Toutes les transactions ont été effectuées en utilisant des fonds de notre compte marital conjoint. Je pensais que vous devriez savoir qui vous défendez. C'était tout. Pas de diatribe, pas de supplication, pas de désordre émotionnel qu'il pourrait rejeter comme la vengeance d'une femme amère. Juste des preuves. J'ai vérifié l'horloge. 14h47 et puis j'ai appuyé sur envoyer. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Le monde n'a pas tremblé. La maison ne s'est pas effondrée. L'email a simplement quitté ma boîte d'envoi et est entré dans la leur comme un couteau glissant silencieusement en place. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je me suis laissé respirer parce qu'à ce moment-là, l'histoire ne lui appartenait plus pour être réécrite. À 15h23, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai presque ignoré, mais ma main a bougé quand même, comme si je savais déjà ce que c'était. Allô. La voix à l'autre bout était celle d'un homme, plus âgé, tendu par une rage contrôlée. Éléonore Mercier. Oui. C'est Jacques, le père de mon fils. Pas de salutation, pas de courtoisie, juste une fureur à peine contenue par l'orgueil. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment vrai? A-t-il exigé. Je pouvais entendre quelque chose derrière sa colère. Pas de l'inquiétude pour moi. De l'humiliation. Parce que ce qu'il voulait vraiment dire, c'était, est-ce assez réel pour nous nuire? Chaque mot, ai-je dit calmement. Chaque reçu, chaque photo, chaque horodatage, tout est daté et documenté. Silence. Puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a craqué. Il a dit que vous étiez contrôlante. Il a dit que vous le surveilliez, que vous l'isoliez, que vous. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. A-t-il mentionné les 28 000 €, ai-je demandé, ou les chambres d'hôtel le jour de notre anniversaire, ou la femme mariée avec qui il couche depuis 1 an? Sa respiration s'est bloquée. Pas de réponse. Cela m'a tout dit. Il croyait complètement sa version parce qu'elle correspondait au récit qu'il voulait déjà.
Le fils qui réussit, la femme difficile, la famille qui le sauve. La voix de Jacques s'est faite plus basse, froide et autoritaire. Nous devons parler en personne. C'est une affaire de famille. J'ai souri même si personne ne pouvait le voir. Non, ai-je dit, ce n'en est pas une. Quoi? Vous avez clairement fait savoir pendant des années ce que vous pensiez de moi. Votre fils a fait son choix. Je m'assure juste que vous ne puissiez pas prétendre que vous ne connaissiez pas la vérité. Espèce de... Sa voix s'est aiguisée. Espèce de petite vindicative. J'ai mis fin à l'appel. Ma main ne tremblait pas, mais mon cœur battait assez fort pour que je le sente dans ma gorge. Je me suis levé et j'ai marché vers la cuisine, pas parce que j'avais besoin de quoi que ce soit, mais parce que mon corps avait besoin de mouvement. J'ai à peine atteint le comptoir avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, son nom. Appel de Damien, mon mari. Je l'ai fixé pendant une seconde entière. Puis j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait? Il a hurlé au moment où la ligne s'est connectée. Sa voix n'était pas seulement en colère. Elle était terrifiée. Mes parents pètent les plombs, a-t-il continué, les mots s'écrasant les uns sur les autres. Guillaume l'appelle sans arrêt. Le mari de ma patronne. Il m'appelle. Il appelle ma mère. Il est Léonore. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je l'ai laissé s'essouffler. Puis j'ai dit doucement, je leur ai envoyé la vérité. Tu as tout gâché, a-t-il crié. Je me suis appuyé contre le comptoir. Tu as tout gâché, ai-je corrigé. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir en mentant. Tu n'avais aucun droit. J'ai senti quelque chose de froid monter en moi à ces mots. Aucun droit, ai-je répété doucement. Tu as utilisé mon argent pour financer ta liaison. Tu as laissé tes parents croire que j'étais le problème. Tu allais partir et dire à tout le monde que tu t'échappais de moi. Sa voix s'est brisée, soudainement suppliante. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, ai-je dit. Et c'est documenté. Chaque mensonge, chaque hôtel, chaque dollar. Il est resté silencieux pendant une demi-seconde. Puis son ton a changé, tranchant, défensif, désespéré. Tu ne comprends pas. Elle a du pouvoir sur moi. J'ai failli rire à nouveau parce que les messages dans ce PDF disaient le contraire. Félicitations, ai-je dit. Tu voulais en sortir. Tu es dehors. Mais tout le monde saura pourquoi. Il a commencé à parler à nouveau, mais j'ai mis fin à l'appel. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans. J'ai bloqué le numéro de mon mari. Il a appelé quand même depuis différents numéros, des numéros inconnus. Encore et encore, 17 fois dans l'heure suivante. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, l'écran clignotait comme un battement de cœur. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau dossier. Journal de harcèlement. Parce que je voyais déjà la prochaine vague arriver. Et je n'allais pas être prise au dépourvu pour ça non plus. Le chaos n'est pas arrivé d'un coup. Il est arrivé par vagues. Des vagues bruyantes, embarrassantes. Le genre qui exposait exactement ce dont les gens avaient vraiment peur quand la vérité débarquait sans invitation. Le matin après avoir envoyé l'email, je me suis réveillé avec des coups sur ma porte d'entrée. Fort, implacable. J'ai vérifié la caméra de sécurité sur mon téléphone avant même de quitter la chambre. Sa mère se tenait sur mon perron à 7h02. Cheveux non brossés, manteau jeté sur son pyjama, visage tordu par la fureur. Elle ne frappait plus. Elle criait. Espèce de petit monstre vindicatif, hurlait-elle, sa voix résonnant dans la rue calme. Tu as détruit notre famille. Ouvre cette porte. Je ne l'ai pas fait. Je me tenais dans le couloir pieds nus sur le parquet froid, écoutant sa rage rebondir sur les murs d'une maison qu'elle avait toujours traitée comme un abri temporaire que je ne méritais pas. Elle m'a accusé de diffamation, a menacé de poursuite, m'a traité de tous les noms qu'elle avait toujours voulu dire à voix haute. Après 15 minutes, j'ai appelé la police, pas pour faire escalader les choses, mais pour documenter. Ils sont arrivés rapidement. 2 officiers, calmes, professionnels. Ils lui ont parlé dehors, lui ont demandé de partir, ont rempli un rapport. Elle est partie en criant encore que ce n'était pas fini. L'officier m'a tendu une carte avant de partir. Appelez si elle revient, a-t-il dit doucement. Je l'ai remercié.
Puis j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le sol de la cuisine jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. Cet après-midi-là, Marine, la sœur aînée de mon mari, a appelé. Contrairement à ses parents, elle n'a pas crié. Elle semblait vide. « Je n'appelle pas pour t'attaquer », a-t-elle dit doucement. « J'ai juste besoin de savoir. Est-ce que tout est vrai ? » Oui, sans hésitation, sans nuance. Une longue pause a suivi. Elle nous a dit que tu étais contrôlante, a admis Marine. Que tu surveillais ses dépenses, que tu vérifiais son téléphone, que tu l'isolais. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Mais je suis sûr que c'est ce qu'elle avait besoin que vous croyiez. Marine a soupiré. Maman et papa étaient prêts à l'aider à s'échapper. Ils pensaient le sauver. Le sauver d'une femme qui payait la moitié des factures, de la responsabilité, des conséquences. Ils sont humiliés, a-t-elle continué. Les partenaires commerciaux de papa ont vu l'email. Quelqu'un l'a transféré. Tout le monde en parle au club de golf. Et voilà. Pas d'inquiétude pour moi. La réputation. Ils veulent engager un avocat, a dit Marine. Ils pensent qu'ils peuvent plaider que tu as envahi sa vie privée. J'ai souri sombrement. Compte joint, ai-je répondu. Accès conjoint, communication maritale, et l'enquêteur a opéré légalement. Pas de violation de propriété, pas d'écoute téléphonique. Silence à nouveau. Jésus, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. Tu ne méritais pas ça. Merci, ai-je dit, et pour la première fois, je le pensais. 3 jours plus tard, Guillaume Collin m'a contacté. L'homme dont j'avais fait exploser la vie avec un seul email. Il a demandé à me rencontrer en terrain neutre. Nous avons choisi un café calme loin de nos 2 quartiers, un endroit assez anonyme pour laisser respirer le chagrin. Il avait l'air plus jeune que je ne le pensais et plus vieux. Le genre de fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de moi à s'entendre dire qu'on imagine des choses. Merci d'avoir envoyé ça, a-t-il dit doucement une fois que nous nous sommes assis. Je soupçonnais quelque chose depuis des mois. Elle continuait à le nier. Disait que j'étais paranoïaque. J'ai hoché la tête. Elle lui disait les mêmes choses, ai-je dit. Les mains de Guillaume tremblaient légèrement alors qu'il les enroulait autour de sa tasse. Nous avons 3 enfants, a-t-il chuchoté. J'allais continuer à essayer. Faire semblant que tout allait bien. Maintenant je sais que je ne peux pas, nous avons comparé les chronologies, les nuits tardives, les voyages qui ne collaient pas, l'argent qui s'évaporait. Elle avait même acheté de la lingerie une fois, débitée sur la mauvaise carte. Elle lui avait dit que c'était une erreur. Guillaume a ri amèrement. Je l'ai cru. J'ai tendu la main à travers la table sans réfléchir et j'ai serré la sienne. Je suis désolé, ai-je dit. Non, a-t-il répondu fermement. Ne le sois pas. J'avais besoin de la vérité. Les retombées dans leur entreprise ont été rapides. Les RH ont agi vite, trop vite pour ignorer l'affaire. Une liaison entre une manager et un subordonné. Des cartes de crédit d'entreprise utilisées pour des hôtels, des véhicules d'entreprise pour des voyages le week-end. C'était un cauchemar corporatif. Il a été licencié un jeudi après-midi, escorté vers la sortie avec une boîte en carton. 3 heures plus tard, mon mari a suivi. Il a essayé de prétendre qu'il avait été manipulé, que sa patronne avait du pouvoir sur lui. Il a pleuré lors de la réunion RH, mais les messages racontaient une autre histoire. Des messages où il initiait le contact, envoyait des photos explicites, se moquait des 2 conjoints. Les RH ne l'ont pas viré directement. Ils ont supprimé son poste. Un tampon juridique, une sortie discrète. Le processus de divorce a été bref. L'avocat de ses parents a tout essayé. Invasion de la vie privée, harcèlement, assassinat de caractère. Mon avocat a tout rejeté calmement, puis a demandé s'il voulait vraiment aller au procès, car un procès signifiait un dossier public. Chaque hôtel, chaque reçu, chaque message. Ils ont reculé rapidement. Le juge n'était pas sympathique. Il avait vidé les biens matrimoniaux pour une liaison. Il est parti avec ses effets personnels et une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre seul. J'ai gardé la maison, ma retraite, ma paix. Il est retourné vivre chez ses parents, a commencé à poster des choses vagues en ligne sur les relations toxiques et la violence émotionnelle. Je n'ai pas répondu. J'ai documenté, capture d'écran, date,
heure, car le silence, lorsqu'il est soutenu par la vérité, est dévastateur. Ses parents ont cessé de me contacter une fois que les factures juridiques ont commencé à s'empiler. Il s'avère que combattre les preuves coûte cher et est inutile. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas jubilé. Je me suis juste assise dans ma maison calme un soir, le chaos reculant enfin, et j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Le poids que je portais depuis des années avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Le silence après que tout se soit effondré était étrange. Pas vide, ouvert. Pas de tension constante bourdonnant sous la surface. Pas de mots soigneusement choisis. Pas de mesure de moi-même par rapport aux attentes de quelqu'un d'autre. Juste de l'espace. Au début, je ne savais pas quoi en faire. J'ai nettoyé la maison de manière obsessionnelle, réorganisé les meubles, donné des vêtements que j'avais arrêté de porter il y a des années parce que quelqu'un avait dit un jour qu'ils ne m'allaient pas. J'ai vendu quelques investissements sur lesquels j'étais assise, de l'argent que j'avais trop peur de toucher parce que l'avenir était toujours « nous » au lieu de « moi ». Puis j'ai réservé un billet d'avion, juste un. Pas d'itinéraire rempli d'obligations, pas d'explications sur où j'allais ou quand je reviendrais. J'ai voyagé seul pour la première fois de ma vie d'adulte, et je me suis sentie plus légère. Quelques semaines après le début de la procédure de divorce, Guillaume et moi prenions des nouvelles l'un de l'autre de temps en temps. Rien de dramatique, juste des messages calmes. Comment tiens-tu le coup? As-tu dormi? Les enfants ont du mal cette semaine. Nous n'avons pas créé de lien traumatique. Nous respections trop les dégâts pour ça. Mais il y avait du réconfort à parler à quelqu'un qui n'avait pas besoin d'explication. Quelqu'un qui comprenait comment la trahison recable votre système nerveux. Le café s'est transformé en dîner. Les dîners se sont transformés en longues promenades. Pas romantique au début. Prudent, mesuré. Deux personnes se reconstruisant à partir de décombres, comparant leurs cicatrices sans appuyer dessus. Il m'a parlé de sa thérapie, de l'apprentissage de la profondeur avec laquelle il avait été manipulé, de la culpabilité de voir ses enfants en colère contre leur mère. Ils ont le droit de l'être, a-t-il dit un soir. Je déteste juste ne pas avoir pu les protéger de ça. J'ai compris. Mon ex, en revanche, s'effondrait. Sa sœur me contactait occasionnellement, jamais avec des ragots, juste de l'inquiétude. Il n'arrivait pas à garder un emploi, se disputait avec les managers, avait commencé à trop boire. Une fois, il m'a envoyé un email, une longue apologie incohérente, disant que la thérapie l'aidait à voir ce qu'il avait jeté. Disant que ses parents lui avaient mis la pression pour trouver quelqu'un de mieux. Disant que nous lui manquions. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, un autre email, en colère cette fois, m'accusant d'avoir ruiné sa vie, d'être vindicative, de refuser de pardonner alors que le pardon était une preuve de maturité. J'ai bloqué cette adresse aussi, parce que le pardon sans responsabilité n'est pas de la maturité. C'est de l'effacement. Guillaume et moi n'avons rien planifié. Nous avons laissé les choses se faire comme le font les choses saines, lentement. La première fois qu'il a tendu la main vers la mienne, il a hésité. « Dis-moi si c'est trop », a-t-il dit. Ce n'était pas le cas. Cela semblait facile. Nous avons commencé à nous voir discrètement. Pas d'annonce, pas de déclaration, juste 2 adultes choisissant l'honnêteté plutôt que la performance. Quand il m'a dit qu'il avait demandé le divorce, j'ai ressenti du soulagement, pas de l'excitation, parce que je ne voulais pas que sa liberté dépende de moi. Je voulais que ce soit la sienne. 6 mois après que le divorce a été finalisé, sa sœur a rappelé. Elle essaie de contacter ta famille, a-t-elle dit, la voix tendue. Elle a trouvé ta mère en ligne et lui envoie des messages. Mon estomac s'est noué. Elle n'a pas répondu, a-t-elle ajouté rapidement. Je pensais juste que tu devrais le savoir. 1 semaine plus tard, ma caméra de sécurité l'a capturé sur mon perron, pleurant, suppliant, restant près d'1 heure. Je n'étais pas à la maison. J'ai déposé une autre plainte pour harcèlement. La police l'a averti. Ses parents m'ont appelé le lendemain pour la première fois depuis des mois. Vous devez lui parler, a dit son père d'un ton plat. Il a besoin de tourner la page. J'ai ri doucement. Il a tourné la page, ai-je dit. Ça s'appelle un divorce. Vous êtes cruel. Non, ai-je répondu. Je suis prudente. La vie s'est stabilisée. Pas parfaitement, mais honnêtement. Les enfants de Guillaume se sont attachés à moi lentement.
Jeux de société, soirée cinéma, la confiance construite centimètre par centimètre. Un soir, assise sur mon porche arrière, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mon ex de toute la journée, pas une seule fois. Et cela ressemblait à une victoire. Presque un an jour pour jour après ce texto, j'étais assise dans mon jardin avec un verre de vin, regardant le soleil de fin d'après-midi plonger derrière la clôture. Guillaume était à l'intérieur aidant son plus jeune avec ses devoirs. Je pouvais entendre leur voix par la fenêtre ouverte. Douce, patiente, ordinaire, paisible. Mon téléphone a sonné. Le nom de sa sœur est apparu sur l'écran. J'ai hésité avant de répondre. Certaines connexions mettent plus de temps à se défaire. Je pensais que tu devrais l'entendre de ma bouche, a-t-elle dit doucement. Il va se marier. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a rencontré quelqu'un en ligne il y a quelques mois. Il se marie le mois prochain. Fiançailles rapides. Maman et papa paniquent. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de curiosité. C'est bien pour lui, ai-je dit honnêtement. Je me suis dit que tu voudrais le savoir, a-t-elle répondu, au cas où il essaierait de te contacter à nouveau. Merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, Guillaume est sorti. Tout va bien? Je lui ai dit. Il a étudié mon visage, cherchant quelque chose. Blessure, jalousie, regret. Est-ce que ça te dérange? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Pas même un peu. Et je le pensais vraiment. Quelques semaines plus tard, sa sœur m'a envoyé une photo, un faire-part de mariage. Mon ex se tenait à côté d'une femme nettement plus âgée que lui, vêtue de quelque chose de cher, dans un endroit qui criait l'argent. Il avait l'air soigné, souriant. Elle avait l'air vide. Je l'ai montré à Guillaume. Il a incliné la tête. Tu l'as échappé belle. Vraiment. Cela fait presque 2 ans maintenant. Je suis fiancé. À un homme qui comprend ce que signifie voir sa vie imploser et la reconstruire soigneusement, honnêtement, sans prétendre que les dégâts ne se sont jamais produits. Nous prévoyons un petit mariage. Des amis proches, la famille qui a mérité ce titre. Ses enfants sont excités. Ils ont demandé s'ils pouvaient m'appeler par un surnom au lieu de mon prénom. J'ai dit oui. Je vis toujours dans la même maison, mais elle est méconnaissable maintenant. Nouveaux meubles, nouvelles peintures, nouveaux souvenirs. Les fantômes sont partis. D'après ce que j'entends par sa sœur, le nouveau mariage de mon ex se fissure déjà. Il s'avère que l'homme qui m'accusait d'être contrôlante a épousé quelqu'un qu'il est réellement. L'ironie est cruelle comme ça. Ses parents ne se sont jamais excusés auprès de moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Les gens comme ça ne s'excusent pas. Ils révisent juste l'histoire discrètement et espèrent que personne ne se souviendra. Parfois, les gens me demandent si je regrette. Si je suis allé trop loin en envoyant ce document, si j'aurais dû juste déposer le dossier discrètement et passer à autre chose. Je ne le regrette pas. Pas une seconde. Il voulait partir. Il voulait que tout le monde pense que j'étais le problème. Il voulait s'en aller les mains propres. J'ai juste fait en sorte que la vérité arrive en premier. Certaines personnes appellent cela vindicatif. J'appelle cela du respect de soi parce que je préfère qu'on me dise froide plutôt que d'être réécrite. Je préfère être étiqueté difficile qu'effacé. Je préfère faire face à la vérité que vivre dans un mensonge confortable. Il a fait ses choix. Je me suis assuré qu'il vive avec les conséquences. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse.